Merci d'être venus nombreux pour m'écouter, malgré le mauvais temps. Donc je vais vous parler ce soir de littérature irakienne, essentiellement de la littérature irakienne contemporaine, et je vais la mettre en opposition avec la situation qui prévaut dans une partie de l'Irak et de la Syrie aussi d'ailleurs, puisque comme vous le savez, une partie de ces deux pays est occupée actuellement par ce qu'on appelle Daesh ou l'État islamique, ce qui revient exactement en même. Les journalistes et certains politiciens préfèrent qu'on utilise le mot Daesh parce qu'on n'entend pas directement les mots qui sont derrière, mais en fait Daesh en arabe, ça veut dire tout simplement l'État islamique en Irak et au Levant. Alors, avant de vous parler de littérature, je vais essayer de situer un peu quelques éléments de politique et de démographie autour de l'Irak. Donc, l'Irak est une république indépendante depuis 1958, mais le paysage politique du pays a évolué depuis 2 décennies. Alors, après l'invasion du Koweït, au lendemain de l'invasion du Koweït, il y a eu un premier changement important qui est l'autonomie du Kurdistan. Donc le Kurdistan est la partie que vous voyez donc tout ceci, le Kurdistan autonome irakien, est une région peuplée en majorité donc, par une population qui n'est pas arabophone, qui est kurdophone, et qui a obtenu pas son indépendance, son autonomie, mais dans les faits c'est pratiquement une indépendance. Ils ont des droits culturels et des droits politiques relativement importants, même s'ils font toujours partie de l'Irak. Donc ça c'est un premier changement important sur la carte politique du pays. Et un dernier élément, c'est hélas la création de l'État islamique à cheval sur une partie de la Syrie et de l'Irak. Alors, l'État islamique est à l'origine une organisation qui s'est développée dès 2006, mais qui s'est constituée sur un territoire aux environs de 2013 à peu près, même s'ils étaient présents dans le pays avant cette date-là. Alors, je vais essayer d'opposer le projet culturel, et rassurez-vous, vous voyez que je l'ai mis entre guillemets, donc je n'y crois pas beaucoup, mais le projet culturel de Daesh à celui justement des écrivains irakiens. Alors le projet culturel de Daesh actuellement, pour être honnête, on sait peu de choses de ce qui se passe à l'intérieur des territoires occupés par ces islamistes, mais il y a des images qui ont fait le tour du monde et qui sont évidemment terriblement tragiques. Vous voyez ici comment, dans le musée de Mossoul, certains islamistes s'en sont pris à des statues très anciennes pour les détruire, pour les défigurer ou les détruire complètement. J'aurais pu vous montrer d'autres photos de sites archéologiques en Irak, mais en Syrie aussi, qui ont été totalement anéantis. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs raisons derrière cet anéantissement de cet héritage très ancien de la Mésopotamie. Tout d'abord, dans un projet islamiste, toutes ces représentations de dieux ou de toute façon de personnes humaines ou animales sont en contradiction totale avec la religion, et donc elles n'ont aucune valeur culturelle. Je ne parle pas des musulmans de manière générale, bien sûr, puisque pendant des décennies, ces objets étaient montrés dans les musées irakiens ou syriens, mais je parle du projet donc des islamistes qui prennent le texte à la lettre, au pied de la lettre. Et par ailleurs, d'après certains, c'était aussi une manière de provoquer l'Occident en s'attaquant au patrimoine mondial et en les forçant à attaquer le pays pour pouvoir les confronter militairement. Alors, les islamistes s'en sont pris également
à un patrimoine plus récent. Vous voyez ici une église qui a été complètement détruite. Beaucoup d'églises ont été, dans le meilleur des cas, fermées, très souvent entièrement détruites par les islamistes. Les églises, mais aussi ce qu'elles contenaient. Certains monastères ont été pillés. On a sorti de ces monastères des milliers de livres qui ont été entièrement brûlés. Et vous voyez ici qu'on ne s'en prend pas seulement, mais vous le savez, au patrimoine, mais aussi à la population. Le N ici est là. Donc ce que vous voyez ici n'est pas un sourire, mais la lettre Noun en arabe, qui est la première lettre du mot chrétien, et qui a été appliquée sur une série de maisons dans lesquelles vivaient des chrétiens pour pouvoir cibler ces familles en particulier qui ont été soit exécutées, soit rançonnées, soit expulsées de leur maison. Donc le projet culturel, entre guillemets, de Daesh, en gros, est d'obtenir une société complètement uniforme, dans laquelle on ne parlerait que l'arabe, et qui serait une société uniquement musulmane sunnite, donc sans accepter bien sûr les chrétiens, les yézidis, toutes ces minorités, mais même d'autres musulmans comme les chiites. Et même pour ce qui est des musulmans sunnites, c'est une société qui est basée uniquement sur une vision ultra rigoriste de l'islam sunnite. Donc ce n'est pas vraiment un projet culturel, vous vous en doutez, raison pour laquelle j'ai mis ce terme entre guillemets. Néanmoins, il y a quelques références culturelles malgré tout dans la littérature de ces islamistes. Alors, je vous donne un exemple, la revue officielle de Daesh, qui est publiée en arabe, mais qui existe également en français et en anglais. Vous en avez ici une version en anglais. Il y a en réalité des références culturelles dans ce type de littérature, mais elles sont exclusivement religieuses. C'est-à-dire que les auteurs de cette revue connaissent très bien la religion, connaissent très bien toute une littérature médiévale, mais qui est exclusivement religieuse et sunnite. Et vous avez des tas de justifications de la politique appliquée par Daesh dans la région, basée uniquement soit sur le Coran, soit sur des recueils de hadiths, c'est-à-dire des propos qui sont attribués à Mohammed, le prophète des musulmans, soit à des textes juridiques médiévaux, plus récents, en général de la période médiévale. Mais donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de référence culturelle, si vous voulez, dans le projet de Daesh, mais ces références sont exclusivement religieuses et limitées à un corpus de textes bien défini. J'ai quand même trouvé une petite référence culturelle qui m'a étonné. Vous avez ici le sigle d'une organisation féminine de Daesh. Alors en réalité, il s'agit d'une milice, d'une forme de police des mœurs féminines, et qui s'appelle en fait la brigade El Khansa. Et El Khansa est le nom, alors la Kalachnikov dit tout du projet. Ce qui est assez étonnant, c'est que El Khansa, c'est le nom d'une poétesse très célèbre qui a vécu à cheval entre la période pré-islamique et les tout débuts de l'avènement de l'islam. Et j'étais un peu étonné par cette seule référence littéraire que j'ai trouvée dans le discours de Daesh. Et un islamologue français a levé l'ambiguïté sur l'usage de ce terme. En réalité, Daesh ne fait pas référence aux qualités de poétesse d'El Khansa, mais au fait que, selon certaines traditions, El Khansa s'était converti à l'islam et ses 4 fils étaient morts en martyrs pendant une bataille très célèbre au début de l'histoire islamique, qui s'appelle la bataille d'El-Qadisiyya, une bataille contre les Perses. Et en réalité, plutôt qu'une référence littéraire, il s'agit évidemment d'une référence guerrière. Donc voilà le peu de choses que je peux vous dire à propos des références culturelles de Daesh. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce projet est à l'opposé de ce qu'a toujours été la culture irakienne, et syrienne aussi d'ailleurs, mais je ne parlerai aujourd'hui que de la culture irakienne, qui est au contraire
pour ce qui est de la littérature, par exemple, une culture qui a toujours tenté de mettre en avant le côté multiculturel de l'Irak. Alors, ce côté multiculturel, je dois vous en donner quelques éléments. Tout d'abord, l'Irak est un pays qui est, ou qui était, je dois dire, il l'est toujours, mais de moins en moins, un réel patchwork au niveau des communautés religieuses, des communautés ethniques et aussi des communautés linguistiques. Alors d'un point de vue religieux, la majorité de la population irakienne est musulmane, la grande majorité de la population, et parmi cette majorité musulmane, la plus grande partie des musulmans sont chiites, mais on trouve également une partie importante de ces musulmans qui sont, eux, sunnites. Alors les chiffres exacts sont difficiles à avoir, mais un chiffre plus ou moins fiable parle de 60 à 65% de musulmans chiites et de 32 à 37% de sunnites pour l'ensemble du pays, ce qui fait de l'Irak l'un des rares pays musulmans où les chiites sont majoritaires. Ce n'est pas le seul pays, mais c'est l'un d'entre eux. Alors, à côté des musulmans, il y avait une importante minorité chrétienne divisée en plusieurs églises. La majorité de ces chrétiens appartenaient à l'église orthodoxe, mais il y avait aussi des catholiques, et depuis le XIXe siècle et l'activité des missionnaires anglo-saxons, également une minorité protestante. Alors, à l'intérieur, en réalité, le paysage chrétien de l'Irak est encore plus complexe que ça, parce que parmi ces orthodoxes, ces catholiques et ces protestants, certains sont rattachés à des églises où la messe se donne en arabe, d'autres où la messe se donne en araméen, et d'autres encore où la messe se donne en arménien. Donc voilà, un paysage religieux très compliqué. Et puis toute une série de petites minorités qui suivent d'autres religions, qui ne sont liées ni à l'islam ni au christianisme, ou en tout cas pas directement. C'est le cas par exemple des Yézidis, dont on a beaucoup parlé, hélas, depuis 1 ou 2 ans, avec les massacres qui ont eu lieu dans la région qu'on appelle le Djebel Sinjar, qui est le centre historique des Yézidis, là où se trouvent leurs temples principaux, et qui ont été, je crois que vous le savez, les femmes et les enfants des villages yézidis qui ont été pris par Daesh ont été tout simplement mis en esclavage. Les femmes ont été vendues, en réalité, ça peut paraître incroyable ou surréaliste, mais c'est le cas. On a des documents et des reportages qui l'attestent. Il y a encore d'autres minorités, comme les Sabéens ou les Mandéens, les Kakaïs, et il y avait, je les ai mis entre parenthèses parce que ça appartient plutôt à l'histoire du pays, il y avait jusqu'au début des années 50 une importante minorité juive dans les grands centres urbains, Bagdad en particulier, mais aussi dans le Kurdistan. Dans le Kurdistan irakien. Et puis il y avait aussi dans le sud du pays et à Bagdad une minorité hindoue. Je le dirai tout à l'heure, le sud de l'Irak était traditionnellement tourné vers l'océan Indien par le commerce, et les Irakiens se rendaient en Inde, mais les Indiens aussi, les commerçants indiens, se rendaient dans le sud de l'Irak. Alors ça, c'est pour ce qui est des communautés religieuses. On pourrait faire le même constat au niveau des communautés ethniques. On a en Irak des Arabes, et vous voyez déjà maintenant que le fait d'appartenir à une communauté ethnique ne veut pas dire que vous appartenez forcément à la même communauté religieuse. Vous avez par exemple parmi les Arabes ou les arabophones des chiites et des sunnites, mais aussi des chrétiens. Vous avez dans le nord, j'ai parlé du Kurdistan tout à l'heure, des gens qui parlent le kurde. En réalité, il y a 2 grands dialectes kurdes, le bardinani et le sorani, qui sont parlés en Irak. Et le kurde est une langue indo-européenne, donc cousine du persan, lointaine cousine de notre langue, donc rien à voir avec l'arabe. Vous avez le turkmène, qui est parlé notamment dans la région de Kirkouk, ici dans le nord. Vous avez des araméens,
donc qui parlent une langue cousine de l'arabe, c'est une langue sémitique, une langue cousine de l'arabe et de l'hébreu, mais qui en est différente. Vous avez des Arméniens, et c'est peu connu, mais dans l'extrême sud de l'Irak, vous avez, il y a une photo ici, des Irakiens d'origine africaine, qui sont en réalité des descendants d'esclaves essentiellement, mais qui existent depuis la période médiévale dans cette région et qui ont fait souche dans le sud du pays. Alors, le tableau est sensiblement le même, mais pas exactement si on se tourne vers les langues qui sont parlées dans le pays. Comme je vous le disais tout à l'heure, on parle arabe, kurde, turkmène, ce qu'on appelle les parlers néo-araméens, donc essentiellement le sourète, l'arménien, et puis des langues cousines du kurde, mais qui ne sont pas exactement kurdes, comme le shabaki, le lori, une autre langue encore, le mandéen. Ce qui veut dire qu'en Irak, on a toujours des entités multiples. On peut être chrétien et araméen, ou bien chrétien kurdophone, ou chrétien arabophone. On pouvait très bien être juif parlant araméen, kurde ou arabe. Je dis parlant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les juifs ont quitté le pays dans les années 50, mais on avait des communautés juives arabophones, kurdophones, et d'autres qui parlaient ce qu'on appelle le djabali, qui est un dialecte néo-araméen, donc différent de l'araméen parlé par les chrétiens. On pouvait aussi être, par exemple, on peut être yézidi, kakaï, chiite, etc., etc. Donc vous voyez qu'on est en face d'un pays où la situation culturelle est très composite, une véritable mosaïque. Alors pour comprendre, sans vous faire, rassurez-vous, un cours sur l'archéologie de l'Irak, mais on est obligé quand même de passer par l'Antiquité pour comprendre cette complexité de la population irakienne aujourd'hui. En réalité, vous avez une série de civilisations qui se sont succédées en Mésopotamie, donc entre le Tigre et l'Euphrate, depuis Sumer à la fin du 4e millénaire. Alors je schématise fortement, excusez-moi s'il y a des historiens dans la salle. Et puis ensuite, les Sumériens parlaient une langue à part, qui n'est pas apparentée à d'autres langues que l'on connaisse actuellement. Ils ont été ensuite successivement remplacés par les Akkadiens, qui eux parlaient une langue sémitique, donc comme l'arabe, l'hébreu, etc. Ensuite, par les Assyriens, donc excusez-moi de balayer une histoire multimillénaire en quelques secondes. Ensuite, vous avez eu une succession de dynasties perses qui ont contrôlé une partie de l'Irak, les Achéménides et ensuite les Sassanides. Les Sassanides jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire le moment où s'installe en Irak la culture islamique, donc en gros, dès le deuxième tiers du 7e siècle après Jésus-Christ, l'islam s'installe en Irak et commence à partir de 750, une période qui est la période la plus glorieuse de la civilisation en Irak, la période abbasside, avec en 762 la fondation de Bagdad, qui restait très longtemps jusqu'aux invasions mongoles, en réalité la capitale culturelle du monde arabe, pas seulement de l'Irak, mais du monde arabe dans sa totalité. Viennent ensuite d'autres occupations donc étrangères, les invasions mongoles au XIIIe siècle, les Safavides qui viennent d'Iran, qui sont des musulmans mais iraniens durant le XVIe siècle, et puis après les Safavides et jusqu'à l'arrivée des Britanniques, la présence des Turcs ottomans. Donc vous voyez qu'une foule de cultures différentes ont traversé le pays depuis l'Antiquité et s'y sont installées durablement. Alors je ne vais pas prendre toutes les dates en compte, mais 1917, occupation britannique, et puis d'autres moments importants, le renversement de la monarchie en 1958, l'arrivée du parti Baas, qui était le parti de Saddam Hussein en 63, donc Saddam Hussein arrivant en 68. Autre moment important, la guerre Iran-Irak entre 80 et 88, la guerre du Koweït, et puis les différentes guerres du Golfe, comme on les a appelées. Alors,
après cette traversée très rapide dans l'histoire de l'Irak, que retenir de tout ça? Mais c'est un pays qui est cosmopolite, j'allais dire, depuis l'Antiquité. C'est un pays où se sont toujours croisées différentes cultures, donc je l'ai présenté un peu comme des successions de cultures, mais en réalité, beaucoup de ces cultures ont coexisté. Les Sumériens n'ont pas été supplantés, en tout cas pas directement par les Akkadiens, etc. etc. Et donc on a toujours eu une région où des religions et des communautés différentes ont coexisté. Et j'avais eu une discussion il y a quelques années avec un collègue sur le concept de cosmopolitisme. Je lui avais parlé du cosmopolitisme irakien tel qu'on pouvait déjà le voir à la période médiévale. Et il m'avait rétorqué que essayer d'imaginer une conscience du cosmopolitisme à l'époque était un anachronisme. C'est-à-dire que bien sûr, si on prend la Bagdad à l'époque abbasside, au 8e ou au 9e siècle, on avait des communautés très différentes, mais pas forcément une perception par les souverains ou par les poètes de cette mosaïque culturelle. Et en cherchant un peu, je n'ai pas dû chercher bien loin, je lui ai montré un poème d'un des plus grands poètes irakiens, Abu Nuwas, qui était... Alors c'est un poète très connu encore aujourd'hui dans la culture arabo-musulmane parce que c'était un grand amateur de vin, donc il a fait beaucoup de poésie sur le vin, mais c'était aussi un grand amoureux, un amoureux des hommes et des femmes. Et donc toute sa poésie est tournée sur le vin et l'amour qu'il portait aux hommes et aux femmes, mais aussi sur la religion. Et il a une vision, vous allez le voir, un peu particulière de la religion. Et si je cite ce poète, c'est parce qu'on retrouve toutes les dimensions du cosmopolitisme que j'ai évoquées tout à l'heure, alors qu'on n'est encore qu'au IXe siècle. Donc, petit poème dans lequel il décrit la femme idéale. Et vous remarquez que dans ce poème, il attribue à la femme idéale une partie du corps qui viendrait d'une région particulière de l'Irak ou des provinces abbassides. Et donc ça donne ceci. Alors j'ai aperçu à Bagdad une jeune fille grecque qu'il est impossible de décrire. Son regard est royal, sa liberté syrienne, son parfum est africain et ses jambes sogdiennes. Ses bras sont turcs, sa peau de tokar, ses sourcils sont indiens, ses cuisses nubiennes, son visage est de Ibad, sa beauté de Hira, ses fesses sont de Kiyana et sa croupe de Haï. Alors, vous voyez que déjà à l'époque, on avait quand même une certaine notion du cosmopolitisme. Ce que veut faire le poète à travers ses vers, c'est de décrire la réalité qu'il perçoit quand il se promène dans les rues de Bagdad. Là, il décrit une femme, mais en réalité, c'est Bagdad qu'il décrit. On trouve dans les rues de Bagdad des gens qui sont d'origine syrienne, africaine, sogdienne, turque, indienne, etc., etc. Donc on a bien une perception du cosmopolitisme déjà à l'époque. Alors, ici, il s'agit d'un cosmopolitisme d'ordre ethnique, j'allais dire, mais on retrouve aussi chez lui le mélange... alors, un deuxième exemple, je vous avais dit qu'il aimait bien les femmes comme les hommes. Il parle d'un vendeur de vin, et il nous dit ceci... Il a chez lui des outres, des coupes, des jarres et des bouteilles qu'il utilise pour abreuver puis endormir la jeunesse. Les outres sont noires et les coupes sont blanches, tout comme il y a chez lui des Éthiopiens et des Grecs, avec un chiasme entre les coupes blanches et les Grecs et les outres noires et les Éthiopiens. Et puis, un poème écrit pour une femme, cette fois-ci, qui s'appelle Dur, et voici ce qu'il nous dit de Dur. À Dour, je ne demande rien d'autre qu'un baiser. Si elle acceptait, je serais guéri. J'ai mêlé ma religion à celle des chrétiens, comme l'eau qui se mêle au vin pur. Tu peux me blâmer, mais je n'aime que Dour. Grâce à elle, j'ai désormais 2 religions. Donc vous voyez qu'il va très loin. Alors à l'époque abbasside, on pouvait se permettre ça, mais sous certaines conditions quand même. Mais vous voyez que le cosmopolitisme est à la fois ethnique et religieux. Ce poète est tout à fait conscient de cette multiculturalité de l'Irak à l'époque abbasside. Mais, alors,
en réalité, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est surtout de littérature contemporaine, mais en gardant à l'esprit ce poème, pour bien vous montrer que les racines de la multiculturalité que je vais aborder maintenant sont très anciennes. Alors, en fait, quand on parle de littérature irakienne, étant professeur moi-même de littérature arabe, je vais vous parler aujourd'hui de littérature arabe, mais il faudrait mettre littérature au pluriel. Tout simplement parce que les auteurs irakiens s'expriment dans des langues différentes. Alors, la langue principale reste bien sûr l'arabe. Alors, je vous ai mis ici la couverture d'un roman très récent dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Frankenstein à Bagdad, et qui a été écrit en arabe par Ahmed Es-Saadawi. Mais vous avez aussi, en réalité, dès la fin du XVIe siècle, une littérature kurde qui s'épanouit dans la région. Et je vous ai mis ici un roman écrit par Bartial Ali, qui est un grand romancier kurde contemporain, lui. Hein. Et puis, vous avez ici une transcription au caractère latin pas vraiment d'une espèce de pièce de théâtre qui a été écrite par Mahmoud Nedim Kirkuk, qui, comme son nom l'indique, vient de la ville de Kirkuk, dans le nord de l'Irak, et qui est, elle, écrite en turkmène. Donc quand on parle de littérature irakienne, ça peut être de la littérature arabe, de la littérature turkmène ou de la littérature kurde. On peut même aller plus loin, je ne peux pas vous montrer d'exemples parce que ces textes n'ont pas vraiment été édités, mais on peut aller plus loin en parlant également de littérature assyrienne. Je vous ai parlé tout à l'heure des chrétiens qui parlaient une langue qu'on appelle néo-araméenne, pour la distinguer du syriaque. C'est une langue cousine du syriaque, mais ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien, on a toute une littérature, y compris à notre époque, rédigée dans ces parlers néo-araméens. Alors, je n'ai pas connaissance de romans écrits dans cette langue-là, mais on a des poèmes, notamment, il y a un chercheur italien qui s'appelle Mengozzi qui a étudié des poèmes des années 1970-1980 sur l'exil des Assyriens qui quittent l'Irak pour se rendre en Europe. Et puis, même si j'en ai pas trouvé d'exemple, il y a une minorité arménienne importante en Irak, et je peux imaginer qu'il y a également une production locale de littérature arménienne, au moins de poésie. Par ailleurs, il y a aussi toute une littérature dans des langues européennes, c'est-à-dire que beaucoup d'Irakiens ont émigré et ont écrit dans d'autres langues. L'hébreu, pour ce qui est des juifs irakiens, puisque la plupart, pas tous, mais la plupart des juifs irakiens ont immigré en Israël à partir de 1951. Ça peut être le français aussi, ça peut être l'anglais. Donc voilà, une littérature donc très, par essence, multiculturelle. Par ailleurs, vous avez aussi des auteurs bilingues. Il y a un autre écrivain originaire de la ville de Kirkuk qui s'appelle Nasrat Mardan, qui écrit dans deux langues. Donc il vit en Suède, je crois, aujourd'hui, mais il écrit à la fois en turkmène et en arabe. Donc vous voyez que ces littératures ne sont pas forcément cloisonnées. De la même manière, vous avez une série d'auteurs juifs irakiens qui ont commencé leur œuvre d'écrivain en arabe. Je pense à des gens comme Sami Mikhail, par exemple, ou Shimon Balas, qui ont écrit en arabe jusque dans les années 50, et puis, une fois arrivés en Israël, ils ont cessé d'écrire en réalité pendant une décennie, le temps de maîtriser l'hébreu, et ils ont continué leur carrière d'écrivain en hébreu, mais en continuant très souvent à parler de l'Irak. C'est-à-dire que leurs romans sont écrits en hébreu, publiés en Israël, mais ils parlent, avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs, de l'Irak. Donc, ces auteurs irakiens sont une mosaïque en eux-mêmes. Et voici, pour vous donner quelques exemples, une photo de Samir Nataj, qui est un écrivain juif irakien devenu ensuite israélien, qui écrit en arabe. Jalil El-Qaisi, qui est originaire de Kirkuk et qui a des origines à la fois arabes et turkmènes. Celui-ci, qui est d'origine assyrienne, et At-Takarli, qui est lui arabe sunnite.
Alors, cela donne une littérature très composite, et ce côté multiculturel de la littérature irakienne, on peut l'aborder de différentes manières. Tout d'abord, si on pose un coup d'œil général sur la littérature irakienne, on se rend compte qu'elle est en réalité née de différentes influences. Le premier roman irakien, qui est sorti autour de 1920, est dû à un écrivain arabophone, Sulayman Faidi, qui, en réalité, s'est inspiré de sources très différentes. Il s'est inspiré de la littérature arabe, de son propre pays, mais aussi des Mille et une nuits, de certains auteurs égyptiens, mais aussi, parce qu'on est au tout début du XXe siècle, dans les années 20, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Ottomans étaient présents en Irak jusqu'en 1917, et la culture turque dans les centres urbains était très importante, mais aussi la culture persane, et donc les lettrés souvent connaissaient ces langues-là aussi. Et ce fameux auteur, Sulayman Faidi, avant de produire son roman, s'est inspiré aussi de ce qu'il a pu lire en turc et en persan. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré d'auteurs turcs, d'auteurs persans, mais aussi de la littérature française qu'il a connue par ses traductions en turc. Donc vous voyez que dès le départ, on a un melting pot à la naissance même du premier roman irakien en langue arabe. On pourrait faire le même exercice en parlant de la nouvelle. Alors tous les Irakiens ne sont pas d'accord pour ce qui est de la date de parution de la première nouvelle irakienne, donc un texte plus court, mais vraisemblablement, pour certains, la première nouvelle a été publiée en 1922 dans la presse irakienne, et cette nouvelle a été écrite par un lettré juif qui s'appelait Mourad Mikhail. Donc là aussi, aux sources de la littérature irakienne en langue arabe, vous avez une diversité ethnique avec une présence très forte des juifs. Il faut savoir que les juifs en Irak, dans les centres urbains, ont joué un rôle très important dans le développement de la presse, par exemple. Beaucoup de journalistes et d'entrepreneurs des premiers grands journaux publiés à Bagdad étaient d'origine juive, et on peut dire la même chose de l'effervescence culturelle de manière générale à cette époque-là. Alors, pour en revenir à la littérature, alors je vais hélas vous bombarder de noms, mais c'est pour ça qu'ils sont présents également sur le PowerPoint. Cette multiculturalité de l'Irak apparaît, comme je le disais tout à l'heure, dès que vous jetez un regard d'ordre général sur cette littérature. En effet, vous avez une série d'auteurs qui sont profondément attachés à leur région d'origine. Or, l'Irak étant un très, très grand pays, vous vous souvenez de la carte qu'on a vue tout à l'heure, avec des communautés très différentes, mais qui ne vivent pas forcément dans les mêmes régions. Les Kurdes vivent plutôt dans le nord du pays, les chiites dans le sud et le centre-sud. Et donc, en fonction de la région d'origine de l'un ou l'autre auteur, vous avez un attachement à une de ces régions. Par exemple, vous avez ici, l'orthographe est un peu différente, mais un auteur peu connu en français, un excellent auteur qui s'appelle Mohamed Khodayr et qui vient de la ville de Basra. Donc Basra est dans le sud de l'Irak. C'est une ville portuaire, et c'est clairement une ville où l'essentiel de la population est chiite, même s'il y avait aussi des chrétiens et même des juifs dans cette ville, mais l'ambiance est quand même très profondément chiite dans cette ville, et ça se traduit dans l'œuvre de cet auteur, c'est-à-dire qu'il a notamment une très belle nouvelle dans laquelle il décrit ce qu'on appelle en arabe une ta'ziya. C'est donc chaque année, on reproduit un moment historique très important pour les chiites, qui est la mort des fils de Ali, lors d'une bataille. Et donc ça donne lieu à des espèces de représentations théâtrales, mais aussi de différentes scènes religieuses. Et il a une très belle nouvelle qui décrit, j'y reviendrai tout à l'heure, qui décrit cet événement. Vous avez un autre auteur, donc là, quand vous lisez l'œuvre de Mohamed Khodayr, donc presque toute son œuvre se passe dans la ville de Basra. Il y a quelques exceptions, mais en général, quand il écrit, c'est à propos de sa ville natale. Après, vous pouvez changer d'auteur, lire Samir Naqash.
comme je vous le disais, c'est un juif de Bagdad, mais qui a été forcé de s'exiler au début des années 50. Et tous ces romans sont attachés à décrire la vie de la communauté juive irakienne, avec un élément linguistique qui est très particulier. Les juifs de Bagdad parlaient un dialecte arabe qui était fortement différencié de celui des chrétiens et des musulmans. Donc, c'était pas seulement une question d'accent, c'était donc il y avait une intercompréhension totale, bien sûr, mais je veux dire, c'est comme je sais pas moi, si j'ose faire la comparaison entre le wallon de Liège et le wallon de Charleroi. Donc voilà, donc c'est quand même des parlers distincts. Et lui, Samir Naqash joue avec cet élément linguistique en faisant parler ses personnages dans les dialogues dans l'arabe des juifs de Bagdad. C'est-à-dire qu'un Irakien qui lit le roman comprend tout de suite que ces personnages sont juifs, et puis quand un musulman apparaît dans le roman, il parle dans son propre dialecte, évidemment. Alors, un autre auteur très important que j'aime beaucoup, c'est Jalil El-Qaïsi. Alors Jalil El-Qaïsi, il est originaire de la ville de Kirkouk, et en réalité, dans les années 1970, s'est développée toute une littérature d'un groupe d'écrivains c'était vraiment, on peut les décrire comme une bande de copains, en fait. Ils se connaissaient tous, c'est pas une somme d'individualité, ce sont des gens qui se fréquentaient et qui étaient d'origine très différente. Donc il y a, je vous cite les noms les plus importants, Jalil El-Qaïsi, qui, je vous le disais tout à l'heure, donc il est d'origine arabe et kurde, et sa femme était chrétienne. Alors, il fréquentait un autre auteur qui s'appelait Anwar el-Ghassani, qui était de mère arabe et de père turkmène, Youssef Saïd, qui était un prêtre assyrien, Mouayyid el-Rawi, qui était de père musulman et de mère chrétienne. Donc on dirait qu'ils l'ont fait exprès, en fait, qu'ils s'étaient donné le mot. Ils étaient tous de communautés très différentes et ils se réunissaient très souvent dans l'église du père assyrien que j'ai mentionné, Youssef Saïd. Et voilà, ils discutaient littérature, ils écrivaient, etc. Et vous avez dans les nouvelles de Jalil El-Qaïsi, encore une fois, clairement la ville de Kirkouk en arrière-plan, c'est-à-dire que presque toutes ces nouvelles se déroulent dans cette ville-là. Donc voilà une première manière d'aborder cette multiculturalité de l'Irak. Une autre manière, c'est de voir ce que les auteurs eux-mêmes font des autres communautés. C'est-à-dire que je vous ai parlé ici d'auteurs qui mettent en avant leur propre ville d'origine, mais en réalité, vous avez aussi des auteurs qui, volontairement, vont parler de l'autre dans leur œuvre. C'est-à-dire qu'un écrivain arabe va prendre comme personnage principal un kurde, etc., etc. Alors je vous donne 4 exemples, je ne vais pas tous les développer. Quand je mets une petite astérisque derrière un titre, c'est que le livre est disponible en français. D'accord ? Alors, premier exemple, une nouvelle de Shmuel Moreh, qui est un écrivain juif irakien, qui a écrit une nouvelle, La danseuse, qui se passe à Londres dans un cabaret. Et en réalité, le narrateur, on le comprend assez vite, est juif, mais en réalité, il se lance dans un dialogue avec une danseuse dans le cabaret qui est d'origine irakienne et qui, elle, est musulmane. Et en réalité, le narrateur est très effacé. C'est-à-dire qu'à part le moment où la danseuse lui demande s'il est d'origine juive, on ne parle pas beaucoup, finalement, de sa judéité dans la nouvelle. L'auteur développe surtout le personnage de la danseuse qui, elle, est arabe et musulmane. Donc, c'est une manière de mettre l'autre en évidence dans son œuvre. Jalil El-Qaïsi l'a fait aussi, je reviendrai peut-être plus tard sur ce cas-ci. Un autre cas très intéressant, c'est Samir Naqash, lui aussi un écrivain juif irakien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les juifs d'Irak pouvaient être kurdophones ou arabophones ou araméophones. Samir Naqash avait pour langue maternelle l'arabe, il est né à Bagdad, mais il a écrit un roman, un très gros roman, Shlomo le Kurde, dans lequel il décrit une saga familiale autour d'un personnage assez curieux qui s'appelle Shlomo et qui est juif kurdophone. Et donc, il n'a pas pris la facilité d'écrire sur les juifs arabophones, mais il prend le cas des juifs kurdophones et il insiste beaucoup sur la fierté de Shlomo d'être kurde. Je vous cite un tout petit passage
du roman. C'est lorsque Shlomo va à Bagdad pour faire fortune et ouvre un grand magasin dans le bazar de Bagdad, et il nous dit ceci. Shlomo le Kurde était écrit en lettres d'or au-dessus de la porte de mon échoppe, au marché de Bagdad. C'était comme une boule de lumière. En même temps, je négligeais mon nom de famille, Katani, car je voulais que tout un chacun sache que le Kurde immigré, réfugié, avait été le premier à introduire en Irak les balles de vêtements de seconde main. Vraiment, les gens l'auraient-ils ignoré si tu avais écrit Shlomo Katani le Kurde sur la pancarte? Mais tu es kurde, tu es kurde. Donc, vous voyez qu'il met en évidence son identité kurde, alors que ce n'est pas du tout l'identité de l'auteur. Alors, un autre cas assez intéressant, c'est la même chose dans l'autre sens. Ali Badel est un écrivain irakien qui vit en Belgique d'ailleurs. Il est issu de la communauté arabe chiite d'Irak. C'est un auteur assez prolixe. Et il a écrit un roman sorti en 2009, Le gardien du tabac. Il y a une petite faute ici, excusez-moi. Et dans ce roman, il nous décrit la vie de Youssef Sami Saleh, qui est un musicien juif, obligé de quitter l'Irak en 1950. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1950, les Juifs sont expulsés suite à la création d'Israël, de l'État d'Israël, de l'Irak. Presque tous, pas tous, mais presque tous. Et donc, il nous décrit dans ce roman comment ce musicien juif part s'installer en Europe, mais il est tellement rongé par la nostalgie qu'il décide de retourner dans son pays d'origine. Et donc, il revient en Irak, mais sous une fausse identité d'Iranien d'abord et ensuite d'Arabe chiite. Et donc vous voyez ici, on a l'inverse de ce que fait par exemple Shmuel Moreh. Le personnage principal de ce roman, écrit par quelqu'un qui est de culture chiite, est en réalité un juif. Mais cette diversité, elle apparaît aussi si on prend certains de ces romans de manière individuelle. J'entends par là que chez beaucoup de ces auteurs, le cosmopolitisme est revendiqué à l'intérieur de chacune de leurs œuvres. Et je reprends l'exemple de Jalil El-Khaïsi, par exemple. Donc, vous avez ici une série. Je n'aurai probablement pas le temps de vous parler de tous ces livres, mais je vais en choisir quelques-uns. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure Jalil El-Khaïsi, qui a écrit à partir de la fin des années 60, surtout dans les années 70, des nouvelles. Et ces nouvelles, je vous le disais tout à l'heure, ont presque toutes comme arrière-plan, comme scène, la ville de Kirkouk, qui est une ville dans laquelle vous trouvez des musulmans et des chrétiens, des Turkmènes, des Kurdes, des Arabes, des Assyriens, etc., etc. Et si vous prenez certaines de ces nouvelles de manière indépendante, vous retrouvez cette multiculturalité dans les textes. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples. Il a une assez jolie nouvelle qui s'appelle La forêt des rêves, qui est un dialogue entre un homme qui est mourant et sa femme qui reste à son chevet. Et en fait, ils parlent tous les deux et ils se remémorent toute une série de souvenirs heureux de leur jeunesse. Et donc, on comprend, d'après les noms notamment des personnages, qu'ils sont musulmans. Néanmoins, le mari, en se souvenant du passé, fait des allusions à l'histoire du Christ, qu'il connaît via ses amis chrétiens. Par ailleurs, il a aussi le souvenir d'une promenade qu'il avait faite avec sa femme en dehors de la ville de Kirkouk. Et durant cette promenade, il avait été frappé par une chanson qu'il avait entendue et qui était une chanson chantée en kurde. Et pour la petite histoire, là, c'est une chanson, il met les paroles de la chanson dans le texte. C'est une chanson qui compare la ville de Kirkouk à un citron qu'on a envie d'embrasser, qu'on a envie de goûter, tellement la ville est belle. Donc, allusion au christianisme, allusion à la culture kurde, et ensuite, un peu plus loin, ils se souviennent aussi de deux
vieilles chrétiennes, deux vieilles femmes chrétiennes qui croisaient souvent dans la ville lorsqu'elles se rendaient à la messe, sur le chemin de l'église, et qui habitaient dans un quartier qu'on appelle la forteresse, qui est plutôt un quartier turkmène. Et ces deux vieilles femmes chrétiennes ne parlaient pas en assyrien, comme on pourrait s'y attendre, mais en turkmène. Donc cette nouvelle est très courte, elle fait 5 ou 6 pages, mais on dirait que l'auteur, volontairement, prend un membre de chacune des communautés qui vivent dans sa ville pour mettre en avant cette multiculturalité, toujours d'une manière positive. C'est-à-dire qu'il n'y a rien on pourrait parler de l'autre d'une manière péjorative. Alors, il y en a qui le font, j'en parlerai tout à l'heure, mais les auteurs que j'ai abordés jusqu'à présent adoptent une autre démarche. Alors, cette multiculturalité, on la trouve aussi dans les histoires d'amour interconfessionnel. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la littérature orientale, les premiers romans turcs, notamment, parlent d'amour interconfessionnel. Et il a une nouvelle qui s'appelle Les rêves blancs. Vous voyez que l'auteur parle souvent des rêves, et dans laquelle il décrit une histoire d'amour entre un artiste musulman. Alors, il ne nous dit pas, en fait, que l'auteur est musulman, mais il s'appelle Mohammed al-Rawi. Donc s'il s'appelle Mohammed, il ne peut pas être chrétien, il ne peut être que musulman. Et Mohammed al-Rawi accompagne sa fille à l'école tous les jours, et il tombe amoureux d'une des institutrices qui est par ailleurs une sœur chrétienne, donc un amour impossible. Mais vous voyez que c'est le type de thème qu'affectionne particulièrement notre auteur. Alors, un autre élément important, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé tout à l'heure du passé mésopotamien de l'Irak, cette multiculturalité, elle a aussi une dimension diachronique. C'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle et les fouilles archéologiques qui ont été menées par les Européens d'abord dans le pays, les Irakiens ont pris conscience de leur patrimoine antique. Et ont toujours été très fiers, c'est le cas en Syrie aussi, du passé que détruisaient justement les hommes de Daesh qu'on voyait sur la dia tout à l'heure. Beaucoup de ces auteurs, lorsqu'ils mettent en avant le patrimoine de leur pays, c'est le patrimoine actuel, mais c'est aussi très souvent le patrimoine ancien. Et on a ainsi plusieurs nouvelles de Jalil el-Qaisi dans lesquelles apparaissent des personnages surgis du passé, et qui sont des divinités sumériennes ou des prêtres acadiens qui rencontrent des gens autour de Kirkouk. Et donc vous voyez qu'il y a une exploitation aussi du passé ancien. Alors un autre exemple, j'ai mentionné tout à l'heure du même auteur une nouvelle qui s'appelle Les collines de sel. Dans cette petite nouvelle, il parle du sort des esclaves d'origine africaine qui étaient présents dès l'époque médiévale en Irak. Donc c'est quelque chose de très important dans l'histoire irakienne parce que au 9e siècle, 8e, 9e siècle, il y a eu une révolte d'esclaves très importante dans le sud de l'Irak qui a mené en fait à un État indépendant qui a duré plusieurs décennies, contrôlé par des esclaves. On appelle ça la révolte des Zanj en arabe, la révolte des Africains. Et c'est un élément qui a profondément marqué les esprits parce que, comme je vous le disais, on est à la période abbasside, l'époque de la gloire en Irak, et vous avez là des esclaves qui se soulèvent et qui tiennent une partie importante du pays. C'est la région dans laquelle se trouvent les salines, mais aussi les champs, etc. Pendant plusieurs décennies, ils créent leur propre État, ils frappent leur propre monnaie, etc. Donc l'auteur a écrit une nouvelle sur le labeur de ces esclaves noirs dans les salines. Donc vous voyez qu'il exploite à la fois le présent multiculturel de l'Irak, mais aussi le passé. Alors, autre ville, je vous parlais de la ville de Basra dans le sud de l'Irak tout à l'heure. L'auteur dont un recueil de nouvelles a été traduit, Mohamed Khodaïr, mélange lui aussi dans ses nouvelles toute une série de personnages, c'est-à-dire que ces nouvelles se passent à Basra, dans un milieu essentiellement chiite, mais on ne retrouve pas que des personnages chiites dans son roman, que du contraire. Il y a bien sûr, de manière générale, une ambiance chiite dans ces nouvelles, mais on a aussi des personnages tels que des officiers ottomans, des bédouins, des gitans,
qui viennent en ville en tant que montreurs de singes notamment, mais aussi un passé qui a beaucoup marqué la littérature irakienne, qui est l'occupation britannique du pays. C'est-à-dire qu'il parle à plusieurs reprises de certains officiers britanniques, notamment le général Cox, qui était responsable du sud de l'Irak autour des années 20, et aussi des Indiens. Alors les Indiens, il en parle de manière différente. Il parle des commerçants indiens qui arrivent, ou des marins indiens qui arrivent dans la ville de Basra, qui font partie des équipages des bateaux, mais il parle aussi des Indiens qui ont été enrôlés par les Britanniques dans les troupes coloniales et qu'on retrouve un peu partout au Proche-Orient. Donc, et très souvent, vous avez des auteurs irakiens qui parlent des Sikhs ou qui parlent des Gourkhas, des soldats népalais, etc., et qui ont frappé les esprits parce qu'ils étaient utilisés notamment comme policiers, comme mercenaires par les Britanniques. Et on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres pays, mais c'est particulièrement le cas en Irak. Et puis, il y a des souvenirs d'autres régions, Istanbul, Alep, Deir ez-Zor, etc. Il y a aussi la présence d'objets exotiques, mais qui est une présence qui n'est pas anodine. Il cite ces objets parce que, dans l'imaginaire, justement, il représente ces objets qui sont ramenés par les commerçants irakiens ou par les commerçants indiens qui arrivent dans la ville. Donc les céramiques de Cachan en Inde, les coffrets de Chine, etc., en Iran, pardon, les coffrets de Chine, etc. Alors, un autre grand auteur qui a été... je ne vais pas trop m'attarder sur lui, mais je le mentionne parce que ce roman-ci a été traduit en français, même s'il est difficile à trouver maintenant, qui est un roman familial qui se passe à Bagdad dans les années 1960 et qui, en fait, ça se passe un peu avant le coup d'État qui va faire venir le parti Baas au pouvoir. Et le roman se passe sur 4 générations, enfin plus exactement, mêle 4 générations d'une même famille dans une grande maison. Ils vivent tous dans la même maison. Et on a les points de vue des hommes, des femmes, mais des générations différentes sur la situation à Bagdad à l'époque. Mais, encore une fois, même si on est clairement dans une famille arabe musulmane, on a des personnages qui viennent d'un peu partout. On nous parle très souvent dans le roman du quartier kurde. Donc il y avait un quartier à Bagdad qu'on appelait le quartier kurde. Et très souvent, plus d'une fois, le narrateur doit traverser ce quartier pour se rendre chez un ami, et il mentionne la présence des Kurdes. À un moment, au détour d'une conversation dans un café, il écoute ses voisins chrétiens en train de discuter, et on entend par les noms qu'ils utilisent pour s'interpeller, qui sont chrétiens. Il nous parle aussi du gardien d'une maison qui est noir, donc originaire du sud de l'Irak, des Bédouins. Il y a un vieillard aussi qui a fait la guerre avec les Turcs et qui divague, et en fait, quand il se met à divaguer, il parle en turc. Donc vous voyez que même dans ce roman qui est très baghdadi et très ancré dans la culture arabe de Bagdad, vous avez une multiculturalité qui saute aux yeux. Alors, un autre exemple, c'est le cas de Janan Jassim Hillawi. Il a écrit 2 romans, 2 romans qui m'intéressent en particulier, il en a écrit plusieurs. Lui aussi est originaire du sud de l'Irak, de Basra, et lui va s'intéresser à une communauté qui est justement probablement la plus marginalisée en Irak. Numériquement, elle n'est pas très très importante, mais ce sont ces fameux descendants d'esclaves qui sont des Irakiens arabophones. Ils n'ont plus beaucoup, si vous voulez, de souvenirs de leurs origines africaines, parce que leurs ancêtres sont présents des fois depuis... Alors on ne sait pas trop, l'esclavage a continué jusqu'au début du XXe siècle, donc certains d'entre eux sont arrivés probablement au XXe siècle dans le pays, mais d'autres ont des origines probablement beaucoup plus anciennes. Ils ont gardé certaines coutumes, mais de manière générale, ils sont arabes, ils se considèrent comme arabes, ils ne parlent que l'arabe, ils sont musulmans, ils s'habillent comme les autres gens, mais ils vivent dans un quartier particulier qui s'appelle Darbounat el-Abid,
qui veut dire le quartier des esclaves en fait, et qui est un quartier à Basra où vivent des familles d'origine africaine. Et ce roman, c'est un roman relativement long, il doit faire 400 pages, mais le romancier, qui n'est pas, il est issu de cette ville, mais il n'est pas issu de cette communauté, il n'est pas lui-même d'origine africaine, mais il choisit de prendre pour personnage principal un homme qu'on appelle Salman el-Abd. Alors el-Abd, ça a deux sens en arabe. Le premier sens, ça veut dire esclave, mais en réalité, on pourrait quelque part le traduire aussi par nègre, c'est-à-dire que le mot est utilisé de manière péjorative par certaines personnes pour nommer les Africains. Et donc voilà, on peut comprendre le terme de deux manières différentes. Toujours est-il qu'il est le personnage principal de ce roman. Et l'auteur va, à travers le livre, nous décrire la société africaine de la ville de Basra à travers ses croyances, ses mythes. Alors je suppose qu'il a fait une petite enquête ethnographique, mais il mélange sans doute aussi ça avec son propre travail d'écrivain. Toujours est-il que ça donne quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous en citer un passage tout à l'heure. Mais il mélange ça aussi avec d'autres communautés. C'est-à-dire qu'on trouve dans ses romans des Arabes, des Tcherkesses, des Circassiens, mais aussi, surtout, des Indiens, des Pendjabis, des Philippins. Et donc, vous avez ici vraiment cette particularité de la ville de Basra qui, comme je vous le disais tout à l'heure, de par sa situation, l'Irak n'est baigné par la mer que sur une toute petite partie du territoire, et les bateaux qui partent de Basra, traditionnellement, allaient soit vers l'Inde, soit vers l'Afrique. Et donc, ce sont les deux régions. Donc, si vous mettez ça en perspective avec le groupe de Kirkouk dont je parlais tout à l'heure, eux, leur multiculturalité, c'est celle des Arabes mélangés avec les Turkmènes, les Kurdes, les chrétiens, etc. Quand vous êtes dans cette région-ci de l'Irak, c'est plutôt le pays qui est tourné vers l'extérieur. Alors, je vais vous donner deux exemples, deux petits extraits tirés de ce roman. Alors, le premier est une espèce de description je dirais de la mythologie personnelle du personnage principal, Salman el-Abd. Donc en réalité, ce roman, c'est notamment une dénonciation du racisme dans la société irakienne. Le racisme dont il est victime, je vous ai dit ce que voulait dire le terme el-Abd apposé à son prénom. Et en fait, cette société africaine qui est rejetée par le reste de la population change ce rejet en source de fierté, c'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre mythologie autour de leurs origines. Et donc ça donne ceci. Alors, il nous décrit une région qu'on appelle le Shatt el-Arab, qui est la région qui se trouve près de Basra, en fait. Ça veut dire le rivage des Arabes, si vous voulez. Et alors, voici ce qu'ils nous ont dit, je cite. « Le Shatt el-Arab est un grand Africain, c'est son père, ou l'un de ses ancêtres. Les entrailles du Tchad sont celles de ses ancêtres. C'est le jus de leur sang, ils viennent de l'eau. Lui-même vient de l'eau, ce qui fait que son corps peut se fluidifier. L'eau est leur noirceur, celle des Africains, c'est elle qui les a colorés pour leur donner la couleur du goudron. Ils étaient blancs, mais les entrailles du Tchad les ont noircis, distinguant leur corps issu de l'eau de ceux issus de la terre. Salman voyait en toute chose les traces de ses ancêtres. La lune était un bouton brillant sur un manteau noir. Les étoiles, les visions des prophètes noirs, les arbres, les tombes des noirs, les poissons, les enfants des noirs, venus d'Afrique, les mouches étaient leurs âmes, le thé, les larmes des plantes noires, la nuit, le manteau que ses frères avaient posé sur le ciel. Et l'appel à la prière était la voix de Bilal l'Éthiopien. Le Coran était noté en lettres noires, la pierre de Dieu était noire. Donc vous voyez que Salman inverse tous les stéréotypes qu'on peut avoir contre lui en magnifiant tout ce qui est noir. D'un point de vue religieux, donc lorsqu'il parle des lettres du Coran écrites en noir, de la pierre noire dans la Kaaba, du premier muezzin qui était d'origine éthiopienne, il essaye donc de mettre en évidence de manière positive la noirceur de ses origines, mais surtout, alors que ses origines sont censées être africaines, lui se donne des racines purement locales, c'est-à-dire qu'il explique que sa couleur noire vient des eaux du Shatt el-Arab, donc des marais, donc c'est des eaux marécageuses, et effectivement elles sont très sombres, et donc
on le traite d'étranger, mais lui, au contraire, explique que la noirceur de sa peau est due à la couleur de la terre locale. Alors, un deuxième extrait du même roman qui met ici en évidence plutôt le fait que le pays soit tourné vers l'Asie. On a, voilà, je cite, « L'un des Indiens endormis sursauta sur le pont de son bateau. Il ôta son drap, s'essuya la poitrine et se recoucha, les mains sous sa tête, et regarda en direction de la maison des danseuses. Je pense que cette chaleur vient de mon pays, dit-il. Éveillé, l'Indien alluma sa cigarette et jeta un coup d'œil à travers la fenêtre. La fumée brûlante lui piquait la langue. Il jeta sa cigarette sur la rive. Rien ne pouvait le rendre joyeux. Alors il se mit à murmurer une chanson, doucement, pour lui-même. Là-bas au Pendjab, j'ai cherché l'amour, sous les amandiers, sous le ciel bleu. Là-bas au Pendjab, j'ai décidé de partir à la recherche de l'amour sur la mer lointaine, etc., etc. Donc, cette fois-ci, ce qui met en évidence, c'est la présence des Indiens, des Asiatiques dans la ville. Alors, un autre roman, je ne vais pas vous en parler, mais du même auteur, il a été traduit en français, je vous le conseille. C'est un très beau roman sur la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est l'histoire d'un déserteur, en fait, qui ne veut pas se rendre au front. Et de la même manière, vous trouvez toute une série de personnages issus des 4 coins d'Irak dans ce roman. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de Shlomo le Kurde, de Samir Naqash, qui, encore une fois, j'insistais tout à l'heure sur dans ce roman sur le fait que l'auteur parle des juifs kurdes alors que lui-même était un juif de Bagdad, mais on retrouve aussi, le roman se passe entre le Kurdistan iranien, l'Iran, Bagdad, Basra, l'Inde, et on trouve encore une fois toute la panoplie des communautés qu'on peut retrouver en Irak. Donc il y a véritablement un jeu en fait de la part de ces écrivains. Il y a une conscience réelle de cette multiculturalité et ils se l'approprient, si vous voulez, en quelque sorte. Alors, dans ce roman, il est toujours très fier de toutes ses origines. Alors, un autre écrivain plus jeune, Murtada Gazar, qui a publié un livre, Le ballet du paradis, qui se passe lui aussi, encore une fois, dans le quartier africain de Basra, alors que lui-même n'est pas d'origine africaine. Et en fait, ça se passe au moment de l'occupation du sud de l'Irak par la coalition étrangère. Et vous avez un interprète, en fait, d'une branche danoise de la coalition qui est d'origine africaine et qui est le personnage principal, mais encore une fois, avec toutes les communautés qu'on peut imaginer dans la région. Alors, cette multiculturalité, elle passe à travers les personnages, mais elle passe aussi à travers les jeux de langue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Samir Naqash est un spécialiste en la matière, puisqu'il fait souvent parler ses personnages dans le dialecte propre des Juifs de Bagdad. Je vous ai parlé de Fouad Takarli qui met des phrases en turc dans son texte. Janan Jassim Hillawi fait la même chose avec le kurde. Et Samuel Shimoun, qui est assyrien, dans un de ses romans, met aussi quelques phrases prononcées par sa maman, si je me souviens bien, dans sa langue maternelle. Mais, à côté de cette vision idyllique, je ne peux pas vous dire que tous les écrivains irakiens sont des chantres du multiculturalisme. J'allais dire tous les bons écrivains irakiens le sont, mais bon, vous avez des exceptions, et vous avez deux victimes, je dirais, parfaites dans ce rôle. Ce sont les Kurdes, qui représentent pour certains écrivains nationalistes une forme d'ennemi intérieur, et puis vous avez les Iraniens. Alors je vais commencer par vous parler des Iraniens. En réalité, à partir de 1980, la guerre contre l'Iran a éclaté. Saddam Hussein et l'essentiel de l'appareil d'État est sunnite, et ils se battent contre des Iraniens qui sont chiites. Et en fait, pour encourager la population à continuer la guerre, l'État encourage une production littéraire
qui fait évidemment l'éloge du soldat irakien brave qui meurt au combat, mais qui, en parallèle, décrit les Iraniens de la manière la plus vile possible. Et un élément qui est très souvent utilisé, pas seulement dans la littérature, mais même dans les discours politiques à l'époque de Saddam Hussein, c'est de comparer les Iraniens à des mages. Hein. Donc il y a un mot en arabe, majous, qui décrit en réalité les Zoroastriens. Et bon, c'est évidemment une insulte suprême pour les Iraniens qui se considèrent, enfin les Zoroastriens, il y en a encore quelques-uns en Iran, mais bon, ils ne sont pas très nombreux. Les Iraniens sont essentiellement musulmans chiites. Et donc le fait de faire référence aux Iraniens en les appelant les mages est une manière évidemment de les déconsidérer en disant que s'ils sont chiites, ce n'est probablement qu'un vernis, mais en réalité ce sont des Zoroastriens. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Alors, l'auteur dont je parlais tout à l'heure, Janan Jassem Hillawi, il parle aussi de ça dans ses romans, mais pour tourner les discours politiques de Saddam Hussein en dérision. C'est-à-dire qu'il y a un petit pamphlet gouvernemental qui est cité dans son roman, mais on comprend bien que ce n'est pas du tout dans l'esprit du narrateur qui est un déserteur, justement. Donc, il le dénonce. Mais par contre, vous avez, dans les années 80, toute une littérature qui décrit les Iraniens de manière très négative et en les traitant notamment de mages. Un autre cas intéressant, on a un auteur qui est un auteur important dans la littérature irakienne, c'est pas un petit nom de la littérature irakienne, Abdelrahman Majid al-Rubaï. Il a écrit une nouvelle en 1975 qui s'appelle Ronak. Alors Ronak, c'est un prénom kurde. Alors on peut se dire, tiens, c'est intéressant, l'auteur est encore une fois dans cette recherche de l'altérité, il va essayer de mettre en avant le côté multiculturel de l'Irak. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Le roman est très clairement en faveur de l'unité du pays. Et en réalité, la nouvelle tire son nom du personnage principal, Ronak, qui est une jeune institutrice kurde qui rejoint la ville de Salah ad-Din juste après une révolte armée qui a été réprimée par le gouvernement. Et les acteurs de cette nouvelle sont soit des militaires irakiens, soit des civils kurdes, mais qui sont favorables au gouvernement et qui fuient leur ville et leur village pour se rendre dans des camps de réfugiés parce qu'ils découvrent les méfaits des rebelles kurdes. Et donc, ces rebelles kurdes sont d'ailleurs physiquement absents de la nouvelle. Ils n'apparaissent pas dans les dialogues, on ne connaît pas leur nom. Et l'auteur alterne systématiquement des passages qui mettent en avant les bienfaits des militaires irakiens et les méfaits des rebelles kurdes associés au mal. Les premiers sont toujours bienveillants. Je cite quelques exemples. Elle fut accueillie par les sourires fraternels et purs qui se lisaient sur les visages des officiers et des soldats. L'armée a libéré la ville de Haj Omran. Les militaires et les paysans réparent les routes, etc. etc. Donc il y a une bonne entente entre les bons citoyens kurdes qui n'ont pas rejoint les rebelles et l'armée gouvernementale. Et à côté de ça, les seconds, les Kurdes, on les appelle jamais en général les soldats kurdes ou les rebelles. Enfin si, on les appelle soit rebelles, mutamarridoun, soit traîtres, khouna, soit collaborateurs. Donc donc on a dans ce roman une image qu'on retrouve dans d'autres romans irakiens très négatifs des Kurdes, ou en tout cas des Kurdes qui prennent position contre l'unité du pays. Dans cette nouvelle, de même manière, il n'y a pratiquement aucune allusion aux spécificités culturelles des Kurdes. À part les noms des personnages et une mention de la grande fête annuelle des Kurdes, le Newroz, ils en sont pratiquement absents. Donc, ça, c'est pour vous montrer que, voilà, je ne peux pas vous dire que tous les écrivains irakiens sont des chantres de cette multiculturalité. Il y a des exceptions. Alors, pour terminer, je dirais, est-ce que la littérature irakienne récente est toujours dans ce même courant multiculturel ? Je répondrai oui, et je citerai deux exemples. Deux romans récents, l'un de Ahmed Saadawi qui s'appelle Frankenstein à Bagdad et l'autre Au désertifié de Hazem Kamaleddin, un autre écrivain irakien qui vit en Belgique, qui vit à Anvers, et son roman va être traduit en néerlandais
ce mois-ci ou le mois prochain, va sortir en néerlandais ce mois-ci ou le mois prochain. Alors, dans ces deux romans, j'ai choisi des romans publiés en 2013 et 2015, c'est-à-dire après le chaos total que connaît l'Irak depuis des décennies maintenant, depuis Daesh, etc. Est-ce qu'il y a toujours cette même vision d'un Irak multiculturel? Eh bien, chez ces deux auteurs, en tout cas, oui, clairement. Frankenstein à Bagdad, il a été traduit en français, je vous le conseille vraiment, il vient de sortir. Que nous raconte ce livre? C'est une réécriture de Frankenstein, comme le dévoile le titre. Et le livre commence ainsi. Vous avez, après une énième attaque suicide à Bagdad, qui fait des dégâts considérables, vous avez un brocanteur qui se promène dans les rues de la ville et qui voit à gauche et à droite, c'est assez macabre, hein, je vous préviens, qui voit à gauche et à droite des morceaux de corps différents, des bras, des pieds, un nez, une tête. Ce brocanteur, qui a l'habitude de ramasser les objets qu'il trouve par terre, décide de ramasser tous ces morceaux de corps sans savoir encore ce qu'il va en faire. Il les ramène à la maison, donc il vit dans une espèce de petit bidonville, et il essaye de recoudre tous ces morceaux de corps, mais qui appartiennent à des personnes différentes, évidemment. Donc un bras avec une autre main, une autre tête, il manque un nez, il cherche dans sa charrette, il trouve un nez, il le met, etc. Et puis ce Frankenstein ressuscite, et il décide de se venger des gens qui l'ont tué. Le problème, c'est qu'il est lui-même constitué de personnes qui appartiennent à des communautés différentes. Hein, et donc, ce Frankenstein est vraiment la métaphore de l'Irak contemporain. C'est-à-dire qu'on retrouve la mosaïque, macabre, mais on retrouve l'idée de la mosaïque dans son roman. Hein. Vous avez un Frankenstein composé de différentes communautés, mais seulement dans une situation dramatique, c'est-à-dire que ce corps ne tient pas en place. J'ai oublié de vous dire que lorsqu'il ne se venge pas assez rapidement pour une partie, cette partie pourrit et tombe, hein, et donc il doit retrouver une autre partie pour la mettre à sa place. Mais donc c'est une métaphore de la situation de l'Irak aujourd'hui, un peu plus pessimiste évidemment, beaucoup plus pessimiste, vous me direz. Il n'empêche que on est toujours dans cette idée de la multiculturalité. Et le roman s'ouvre d'ailleurs sur un des personnages principaux. Donc Ahmed Saadawi est de culture musulmane, mais le premier personnage qui apparaît dans son roman, Elisho, est une Assyrienne en fait, qui vit à Bagdad et qui va jouer un rôle assez important dans le roman. Il y a plusieurs passages dans le roman qui décrivent comment cette femme parle avec l'icône de Saint-Michel qui se trouve dans son appartement, etc. Il parle aussi des Juifs, des Sabéens, etc. Donc voilà. Simplement, le temps est passé et la succession de guerres civiles en fait évidemment un texte un peu plus dur. Un autre exemple de cette multiculturalité se trouve dans... alors, je vais vous citer juste deux passages de ce roman. Donc, c'est quoi son nom? C'est le nom de Frankenstein en arabe, hein, c'est Chesmo en arabe. C'est quoi son nom? Était constitué de morceaux de corps de victimes, munis d'une âme de victime et d'un nom d'une autre victime encore. C'était la somme des victimes qui réclamaient vengeance. Alors, là, c'est Frankenstein qui parle. Je faisais attention aux chairs que l'on utilisait pour réparer mon corps, veillant à ce que mes aides ne me donnent pas des chairs illégitimes. Il utilise le mot haram en arabe. De chair de criminel, donc. Mais qui détermine le degré de criminalité de chacun? Donc vous voyez qu'il y a une réflexion sur la vengeance cyclique, hein, comme la victime qui devient elle-même bourreau, etc. Donc le livre est très profondément ancré dans cette même multiculturalité, mais avec un regard un peu plus noir. Et un autre roman qui va dans le même sens, donc Hazem Kamaleddin, dont je vous parlais tout à l'heure. Hazem Kamaleddin décrit lui aussi le côté multiculturel de l'Irak, mais le côté multiculturel raté, puisque ça ne fonctionne plus, tout en gardant une lueur d'espoir. Et en fait, le roman nous décrit, si vous voulez, le narrateur vient de mourir, et il réalise qu'il est mort, il sort de son enveloppe charnelle, et il voit ce qui se passe autour de lui, et notamment les funérailles que ses parents organisent pour lui.
Donc il ne sait pas intervenir, c'est son fantôme, son spectre, si vous voulez, qui est sorti de son corps, mais il décrit tout ça. Et il utilise beaucoup l'humour dans son roman, et il y a un passage, je ne vais pas vous le lire, mais il est ici, dans lequel il décrit la situation suivante. Donc il est issu d'une famille chiite. Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'il est d'une famille chiite, mais sa mère est chiite, communiste, donc... voilà, elle ne croit plus en Dieu, mais enfin, de temps en temps, elle utilise des expressions chiites, etc. Et donc, il est mort à Bagdad, après un attentat, et son père veut le faire enterrer dans une des villes saintes qui se trouve plus au sud de Bagdad. Le problème, c'est que pour aller de Bagdad jusqu'à cette ville sainte, ben, il faut passer par toute une série de territoires qui sont contrôlés par des factions qui appartiennent à des groupes religieux ou politiques différents. Alors, la famille trouve un stratagème dans ce cas-ci, c'est-à-dire que tous les gens qui font partie du cortège funèbre, qui montent dans un bus, le cercueil est au-dessus du bus, ont deux cartes d'identité, une sunnite et une chiite. Et en fonction des barrages, ils montrent l'une carte ou une autre. Et alors, ils ont aussi d'autres stratagèmes, par exemple... lorsqu'ils arrivent dans une région tenue par la résistance islamique, ben, le chauffeur met une cassette de musique religieuse avec des chants à la gloire de la résistance islamique. Après, un peu plus loin, ils sont dans une région tenue par des fidèles de Saddam Hussein. Alors, il met des chants à la gloire de Saddam Hussein. Et puis, dès qu'ils arrivent chez les Kurdes, chez les chiites, ils utilisent sans arrêt une expression qui est typiquement chiite. Et comme ça, on ne les reconnaît pas. Jusqu'au moment où, à un barrage, on leur demande la carte d'identité du mort. Et en fait, il n'avait pas réfléchi à ça. Lui, il n'a qu'une seule carte d'identité. Et il se rend compte que le mort en question s'appelle Ali, si je me souviens bien. Et Ali, c'est un nom typiquement chiite. Et donc, les soldats sont très fâchés et ils décapitent le corps du mort. Donc, ils le tuent une deuxième fois, si vous voulez. Et voilà. Donc, il y a un côté tragique, mais évidemment comique aussi, avec ce jeu de carte d'identité. Je ne sais pas si j'arrive à rendre le côté comique, mais croyez-moi, il y est quand vous lisez le livre. Alors, une autre manière de mettre en avant le cosmopolitisme de l'Irak, c'est de mélanger les traditions islamiques et les traditions mésopotamiennes. C'est-à-dire que là, le personnage décrit les légendes qui tournent autour de sa famille, et il décrit notamment comment un taureau ailé a ravagé les environs de Babylone, et il parle en même temps du prophète Salomon et de Ali, donc Salomon important pour tous les musulmans et Ali pour les chiites en particulier. Donc il fait exprès de mélanger tous ces héritages. À d'autres moments dans le livre, il parle de la culture yézidi, etc., etc., mais il les mélange, pas seulement dans son roman, mais dans l'identité même de certains de ses personnages. Donc c'est une manière de jouer encore une fois au chantre de cette multiculturalité. Alors, je pourrais parler d'autres auteurs en guise de conclusion. Un auteur syrien d'origine kurde, Salim Barakat, qui vient de sortir un roman que je n'ai pas encore eu le temps de lire, qui s'appelle Les jeunes filles de Sinjar, et qui décrit le sort. Donc c'est un roman, c'est pas un reportage, mais il s'inspire des massacres des Yézidis dans le Djebel Sinjar pour en faire un roman. C'est un des grands noms de la littérature arabe contemporaine, mais je ne peux hélas pas vous en dire plus. Et pour terminer, oui, juste vous dire que l'Irak n'est pas une exception. En fait, tous les pays dans le monde arabe où vous avez un pouvoir central très fort qui essaye d'imposer un gouvernement avec une seule culture, une seule religion, fait face à une réaction de la part de ces écrivains tout à fait similaire. Alors un cas exemplaire, c'est le Soudan, où vous avez aussi un régime islamiste très dur qui essaye d'effacer tout ce qui n'est pas arabe et musulman dans le pays. Et la réaction des auteurs, je n'en choisis qu'un, mais je pourrais multiplier les exemples comme je l'ai fait pour l'Irak. Vous voyez ici un petit passage d'un roman d'Ahmad El-Malik,
où il fait exprès, dans une seule phrase, de mentionner toute une série de populations qui vivent au Soudan. Donc les Dinka dansent à nouveau le malwal, les Misérias se trémoussent au rythme du mardoum, les habitants des monts Nouba exécutent la Kambala, etc., etc. Donc on est exactement dans le même processus. Alors, pour terminer, si vous voulez connaître l'Irak par ses auteurs, je laisserai le PowerPoint à l'Académie. Vous avez ici une liste de livres qui existent en traduction française. Ça, c'est l'auteur de Frankenstein à Bagdad. Et puis, c'est important de le souligner aussi, on ne s'en rend pas compte, mais tous les auteurs ici sont irakiens et tous ces auteurs vivent en Belgique. Ils publient, donc quand je dis ce sont des auteurs, ça ne veut pas dire des gens qui s'autoproclament irakiens. J'ai leurs livres à la maison, je connais la plupart de ces écrivains. Leurs livres sont publiés dans le monde arabe, ils présentent leurs livres, etc. Mais ils sont presque tous exilés. Alors ceux-ci en Belgique, il y en a d'autres en France, il y en a beaucoup en Suède, etc., etc. Alors, en conclusion, mais pour être honnête, je n'ai pas vraiment de conclusion parce que je suis très pessimiste personnellement sur l'avenir de l'Irak aujourd'hui et je crains que la situation ne ressemble pas ou plus ou de moins en moins à celle qu'on trouve dans ces livres. Les minorités... Alors il faut dire que les minorités, qu'elles soient chrétiennes, yézidis, etc., ne souffrent pas depuis Daesh. Vous avez un exode massif des chrétiens, notamment depuis les années 90 en réalité. Il est plus ancien, mais il s'est développé encore plus dans les années 90. Mais la grande différence, c'est que les chrétiens fouillaient une atmosphère, comment dire, dans certains quartiers qui étaient, comment dire, négative à leur encontre, mais ils ne fuyaient pas forcément le gouvernement. Tandis que dans le cas de Daesh, et c'est ce qui est nouveau, vous avez un État. Même si on n'a pas envie de dire que l'État islamique est un État, il a beaucoup de prérogatives d'un État qui applique une politique de discrimination totale par rapport à ses citoyens qui ne sont pas musulmans sunnites. Et ça, c'est nouveau par rapport à l'Irak qui est décrit dans les romans précédents. Néanmoins, moi, la petite lueur d'espoir que je vois, c'est le rôle de ces intellectuels qui continuent, je l'ai montré à travers les 2 derniers romans dont j'ai parlé, de proposer l'image d'un Irak multiculturel. Et c'est le cas des écrivains, mais c'est le cas des intellectuels irakiens de manière générale. J'ai reçu, alors je voulais le mettre sur le PowerPoint, j'ai pas eu le temps de le faire, enfin j'ai oublié. Il y a une chercheuse irakienne de culture musulmane qui a publié sa thèse de doctorat, c'est un pavé de 600 pages sur la littérature des écrivains juifs irakiens. Donc on publie encore aujourd'hui, le livre est sorti en 2015 je crois, on publie des livres sur cette altérité, on continue à la rechercher, même si elle est de plus en plus, même si elle disparaît comme une peau de chagrin, elle reste un rêve pour une partie des Irakiens. Et je conclurai en disant que seul le temps pourra nous montrer si l'Irak retrouvera sa stabilité et sa diversité un jour. Merci.